Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation de concevoir pour toutes et tous le guide de bonne pratique publié ce jour par la direction interministérielle du numérique et Emmaüs Connect à l'issue d'un travail de près d'un an dont on va vous parler aujourd'hui. Vous êtes très nombreux et nombreuses aujourd'hui et on en est ravis. Donc merci de vous être connectés, merci de vous être inscrits et inscrites pour ce webinaire. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, notamment afin qu'on puisse les recenser et y répondre en fin d'échange. Je vous propose donc qu'on commence par un petit temps d'introduction pour rappeler qui vous parle aujourd'hui. Alors, étant donné que j'ai la parole, je me permets de commencer. Donc, je me présente, Victor Bézanchien, je suis le chargé de plaidoyer de l'association Emmaüs Connect. Emmaüs Connect, c'est une association qui est née en 2013, qui est membre du mouvement Emmaüs qui porte le même nom et qui accompagne au quotidien les personnes qui sont éloignées du numérique en leur proposant de la connexion, de l'équipement à tarif solidaire, mais également en les accompagnant aux compétences numériques de base pour qu'elles soient en mesure d'utiliser les outils numériques, que ce soit pour des questions d'accès au droit, mais aussi pour des problématiques beaucoup plus larges qu'induise la numérisation de la société en termes de lien social, en termes d'insertion dans la vie publique et privée d'ailleurs. Et donc, voilà les activités que nous portons. Je suis accompagné aujourd'hui de Marie et Hugo de la Direction interministérielle du numérique. Marie, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter. Oui, enchantée, bonjour tout le monde. Donc, je suis Marie Pourchet, je suis responsable de la recherche utilisateur au sein du pôle accessibilité et design à la DINUM, donc c'est la Direction interministérielle du numérique. Donc avec Hugo qui va se présenter après, on travaille au quotidien à l'accompagnement des administrations dans l'amélioration de la satisfaction utilisateur et de l'accessibilité de leurs démarches et de leurs sites et de leurs outils numériques. Vas-y Hugo, du coup je te laisse te présenter. Et merci, bonjour à tous et toutes, je suis donc Hugo Dessertine et je suis responsable du design dans la même équipe que Marie. On travaille en binôme au sein de la DINUM, donc la Direction internationale du numérique. Et voilà, Marie, tu l'as présenté rapidement, je peux préciser peut-être que c'est une direction qui est rattachée au Premier ministre et donc on accompagne, nous, les ministères, notamment dans la création et l'amélioration de leurs services numériques. Merci Hugo, merci Marie. Alors un petit point de contexte avant de passer la parole au partenaire qui a soutenu cette démarche. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat d'une année de travail entre la Direction interministérielle du numérique, Emmaüs Connect, Docapost qui a évidemment soutenu cette démarche, mais aussi des administrations qui ont accepté de se prêter à l'exercice du test utilisateur avec des personnes éloignées du numérique, dont on vous reparlera, ainsi que les structures sociales qui ont travaillé avec nous pour convaincre des personnes accompagnées de venir donner leur avis sur des démarches d'accès au droit. Nous avons mobilisé plusieurs dizaines de personnes pendant cette année pour tester des démarches d'accès au droit. On vous en redira plus de choses en détail au cours de ce webinaire. Et donc, ce résultat, c'est évidemment le travail d'Emmaüs Connect et de la Direction interministérielle du numérique, mais il se base sur des réalités de terrain qui sont rencontrées par les personnes éloignées du numérique, qui sont rencontrées par leurs aidants et par leurs aidantes, et qui sont aussi rencontrées par les administrations qui produisent des services numériques. Ce travail, il a vocation, comme la plupart des projets que porte aujourd'hui le collectif Citoyenneté numérique dont Emmaüs Connect est membre, la volonté de faire émerger la parole des personnes concernées par la numérisation, par ses conséquences, parfois négatives, et de faire émerger cette parole pour pouvoir derrière sensibiliser les décideurs, mais pas que, les personnes qui ont entre leurs mains le moyen de changer les choses et d'adapter leurs pratiques, pour qu'elles comprennent les réalités de terrain et qu'elles puissent s'adapter en conséquence. Donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui.
Avant de rentrer plus dans le détail, je tiens tout d'abord à la remercier de sa présence et à la remercier de son soutien, puisque DocaPost, comme je le disais, a financé Emmaüs Connect dans le cadre de ses démarches et a permis sa réalisation tout au long de cette année. Et donc, nous voulions passer la parole à Mariam Varsama, qui est directrice de la performance durable et de l'engagement sociétal chez DocaPost et qui va nous dire un petit mot du choix de cette structure de s'engager dans cette démarche. Vas-y Mariam, je te laisse la main. Merci beaucoup Victor, merci beaucoup à toutes et tous d'être là si nombreux aujourd'hui. Merci de nous donner l'opportunité de pouvoir partager notre témoignage, pourquoi DocaPost a été très enthousiaste à l'idée d'être en soutien de cette démarche qui nous paraît très utile. Juste quelques mots sur DocaPost. DocaPost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste. En gros, on opère 3 métiers. Un métier d'éditeur de logiciels de confiance, un métier de concepteur et d'opérateur de plateformes numériques et un métier de conseil et de services numériques. Et vous nous connaissez certainement à travers notamment nos applications grand public, parce que peut-être que autour du webinaire, il y a des parents d'élèves, vous faites partie des 18 millions d'utilisateurs, parents, enseignants qui utilisent Pronote. Peut-être que vous avez un coffre-fort Digipost dans lequel vous recevez votre bulletin de paye ou que vous connectez à vos démarches en vous identifiant avec l'identité numérique La Poste. Tous ces chiffres et toutes ces exemples pour vous montrer une simple chose, c'est que nos solutions, elles touchent le quotidien de millions de personnes et que parmi ces millions de personnes, nécessairement, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec le numérique et certaines en difficulté avec les usages numériques. Donc aujourd'hui, et je pense que ça va être un des points qui va être précisé plus tard dans la présentation, mais il y a encore beaucoup à faire en matière d'inclusion numérique. Juste un chiffre, le baromètre 2025 du numérique précise que même si on peut se réjouir que la tendance soit en amélioration, toutefois, il y a encore près de 4 Français sur 10 qui déclarent rencontrer un frein dans leurs usages au quotidien. Et c'est tout le paradoxe auquel on est confronté, en fait, c'est que plus la société se numérise, se digitalise, plus le numérique progresse, plus ceux qui ont des difficultés avec ces usages se retrouvent potentiellement isolés. Du coup, je vous expliquais effectivement que DocaPost, en tant qu'acteur de la transformation numérique, en tant qu'entreprise, on est labellisé numérique responsable de niveau 2 depuis décembre 2024. On s'engage en faveur d'un numérique citoyen. On est aussi la filiale numérique du groupe La Poste, donc qui est entreprise à mission, qui a une raison d'être engageante. Nécessairement, le sujet de l'inclusion numérique, c'est au cœur de notre politique d'engagement sociétal. Et ça a été assez rapidement une évidence dès les premiers échanges avec Emmaüs Connect sur le fait qu'on tenait tout particulièrement à soutenir le chantier dont les résultats vont vous être présentés pour cette convergence d'engagement, bien sûr, en premier lieu, mais aussi parce que ça va nous aider, nous, dans nos pratiques, à progresser. Et parce qu'au-delà de nos solutions, c'est aussi essentiel pour nous d'être en soutien de ceux qui font avancer les pratiques de l'ensemble des acteurs. Et également, je dirais surtout, parce que ce qu'on a aimé dans cette démarche, c'est que c'est une invitation à passer de la prise de conscience à vraiment un passage à l'action. Propose des solutions, des actions concrètes qui sont complémentaires à ce qui existe déjà dans les différents référentiels.
Et voilà, cet aspect vraiment très pratique pour les équipes nous a paru vraiment très intéressant. Donc, ce que j'espère, c'est que vous emporterez aujourd'hui avec nous, c'est une envie d'agir, parce que on a tous un rôle à jouer. Et donc, je ne serai pas beaucoup plus longue. Il reste vraiment à vous remercier pour votre attention et puis à vous souhaiter un excellent webinaire. Merci beaucoup, Mariam, pour ton intervention. On va à présent pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans le vif de la démarche dont on souhaitait vous parler aujourd'hui et de ses conséquences, qui sont la publication de 2 livrables dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, un dernier point de contexte et de compréhension de où on vous parle et de pourquoi on a décidé de se lancer dans cette démarche. Mariam l'a très justement rappelé avec les chiffres du baromètre du numérique. Alors moi, je vais en utiliser d'autres, mais qui sont tout à fait complémentaires et qui témoignent d'une même réalité. L'exclusion numérique, aujourd'hui, reste une réalité importante en France. On parle de 16 millions de personnes qui sont éloignées du numérique. C'est les résultats de l'étude Société numérique qui a été portée par le CREDOC, le laboratoire Marsouin et l'ANCT. Et selon une étude récente qui a été publiée par la Défenseure des droits cette année, il y aurait moins d'une personne sur 2 qui serait capable de réaliser ces démarches administratives en ligne sans l'aide d'une personne extérieure. Donc on constate bien que bien loin de la logique qui voudrait que progressivement l'éloignement numérique disparaîtrait à mesure que les générations de seniors qui sont nés avant le numérique disparaissent, eh bien en réalité, cet éloignement numérique, il est structurel, il est parti pour rester, et le numérique étant évolutif et la précarité sociale restant aujourd'hui une réalité, elle sera systématiquement accompagnée d'éloignement numérique. Donc dans ce contexte-là, nous faisons le choix de porter un discours qui est de dire qu'il est important de penser les conséquences de toute numérisation. On ne peut pas se contenter de numériser sans réfléchir à ce que ça implique pour des personnes vulnérables, pour des personnes éloignées du numérique, pour des personnes en situation de handicap. Et il est donc nécessaire de prendre leur réalité en compte dans la manière dont on numérise et dans la manière dont on conçoit des services numériques. On a donc enclenché une démarche dont Marie vous parlera plus en détail dans 1 ou 2 minutes. Et cette démarche de consultation de ces personnes concernées a donné lieu à la publication aujourd'hui de 2 documents qui s'adressent à un panel assez large de personnes. Alors évidemment, toute personne qui serait intéressée pourrait être amenée à les lire, mais plus particulièrement pour le guide de bonne pratique aux personnes qui seront amenées à toucher de près ou de loin à un projet de conception d'un service inclusif, que ce soit dans le processus décisionnaire ou dans sa réalisation, et une fiche méthodologique du test utilisateur, qui, celle-ci, est plutôt destinée aux structures qui voudraient mettre en place des tests utilisateurs avec des designers et des designeuses et qui voudraient confronter leur démarche numérique à leur inclusivité pour s'inscrire dans une démarche soit d'amélioration continue, soit, et c'est mieux, de conception inclusive, puisque c'est un élément à prendre en compte dès le départ. Et ça, Hugo vous en dira un peu plus tout à l'heure. Je ne serai pas plus long sur le contexte. Je passe la parole à Marie, qui va à présent vous parler de l'origine de cette démarche et de la démarche de terrain, de comment elle a fonctionné et de comment ça se transpose dans le guide qu'on publie aujourd'hui. Vas-y Marie, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup Victor. Je pense que tu peux tout de suite passer à la slide suivante. Donc l'objectif des travaux qu'on a menés, c'était vraiment d'aller à la rencontre des personnes. Alors, dans la démarche qu'on a eue, le but, c'était effectivement la conception de ce guide, mais on voulait que les tests qu'on allait faire et les entretiens qu'on allait faire et les rencontres qu'on allait faire soient aussi utiles. Donc, toute première démarche qu'on a eue, c'est d'aller
au sein des administrations avec lesquelles on travaille ou parfois pas encore, d'aller identifier les démarches et des équipes qui étaient volontaires pour travailler avec nous. Donc on a eu vraiment un premier temps qui a été voilà, d'aller discuter, d'aller rencontrer des administrations pour en trouver qui étaient intéressées par la démarche et qui au-delà de nous aider dans la construction de ce guide et des apprentissages sur l'inclusion dans la conception de produits numériques, aller utiliser les apprentissages et les irritants qu'on allait pouvoir relever sur les démarches pour les corriger. Donc voilà, ça a été vraiment la première étape. Donc on a identifié trois démarches, donc une sur lesquelles on travaillait déjà. Donc on a travaillé avec le JPCNE, la NEF et la NTS sur des démarches donc, qui concernent vraiment les citoyens, qui sont des démarches qui sont très, très larges. Et une fois qu'on a pris contact avec ces équipes, on a construit avec elles le protocole, les cibles, on les a définis ensemble. C'était aussi l'idée de pouvoir construire avec des équipes qui connaissent leur métier pour aller identifier et les bonnes personnes à interroger et construire un protocole qui soit cohérent et qui soit voilà, qui puisse apporter quelque chose. Donc, on a organisé des tests utilisateurs. Alors, rapidement, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un test utilisateur, c'est une méthodologie de recherche en conception numérique qui permet d'aller à la rencontre des utilisateurs, de faire un entretien individuel. Donc, c'est des entretiens individuels qui peuvent avoir lieu soit en visio, soit en présentiel, où il va y avoir donc un chargé de recherche qui va discuter avec une personne qui est un vrai utilisateur du site ou de la démarche, à laquelle on va donner des scénarios, des petits objectifs à réaliser sur le site. C'est des objectifs qui sont réalistes, avec une personne qui correspond vraiment à la cible du site pour qu'on puisse observer. Alors, on va le laisser naviguer sans le guider, vraiment de la manière la plus naturelle possible. Et cet entretien va nous permettre de voir quels sont les points qui sont, quels sont les irritants, quels sont les points bloquants, qu'est-ce qui fonctionne bien aussi, et pour ensuite faire une analyse et pouvoir avoir un compte rendu, un état des lieux de la démarche et pouvoir dire voilà qu'est-ce qui fonctionne pas sur cette démarche, en l'ayant testé de la manière la plus naturelle possible avec un participant. Donc là, sur chaque démarche, donc sur les 3 démarches qu'on a identifiées, sur chacune d'elles, on a vu entre 6 et 15 participants. Dans le cadre de ces échanges, tous les tests ont été réalisés en présentiel, donc c'est-à-dire qu'on avait vraiment les gens à côté de nous, on n'a pas fait d'entretien en visio. C'était vraiment en présentiel. Les entretiens durent en moyenne 1 heure à peu près. Alors pour une des démarches, c'était un peu plus court, parce que le contexte faisait qu'on avait un peu moins de temps, mais voilà, on était plutôt sur des tests minimum de 30 minutes jusqu'à 1 heure, voire un peu plus sur chacune des démarches. On a réalisé des tests donc avec les équipes où les recrutements ont été faits avec les équipes d'Emmaüs Connect. Les tests ont eu lieu suivant les démarches. Alors, on a été à Lille, on a été à Roubaix, on a été à Lyon, on a été à Paris, on a été à Strasbourg pour réaliser ces tests. Donc le recrutement, on l'a fait en partenariat. Nous, on a donc au sein de l'équipe, les chargés de recherche qui ont suivi cette étude-là ont l'habitude de faire des recrutements. Donc on a donné toutes nos bonnes pratiques en termes de recrutement aux équipes d'Emmaüs Connect pour qu'elles puissent les adapter au contexte et qu'elles puissent voir comment elles peuvent ensuite aller toucher les cibles dont on avait besoin par rapport aux démarches qu'on voulait tester. Suite à cet entretien, donc ensuite on a pu programmer les entretiens, faire l'analyse et restituer. Alors, on a fait un compte-rendu auprès des administrations sur chacune des démarches pour leur dire tout ce qui allait et tout ce qui n'allait pas par rapport à la cible qu'on avait vue et le protocole de test qu'on avait imaginé ensemble. Et il y a eu une autre phase qui nous a permis, grâce à cette analyse, d'élaborer le guide qu'on est en train de vous présenter. L'objet, c'était pas tellement de dire par démarche qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas. On a vraiment plutôt essayé
d'agréger tous les apprentissages qui étaient communs à toutes les démarches pour pouvoir justement aider les lecteurs du guide à réussir à facilement mettre en place une démarche inclusive dans la conception. Alors, Hugo en parlera plus en détail après. Mais voilà, donc voilà à peu près le déroulement de l'étude. Et je vais laisser Hugo, du coup, rentrer dans le détail du guide. Merci Marie. Je passe la parole à Hugo. Je précise juste une chose, il y a une coquille dans la slide. On a également fait des tests à Marseille. Exact. Merci. Hugo, Et, à toi, merci Marie. À moi. Alors, je vais vous présenter plus en détail le guide en lui-même, du coup, qu'on est très heureux de publier aujourd'hui. Et comme Marie l'expliquait juste avant, qui découle en grande partie des enseignements que l'on a appris lors de cette dernière année écoulée durant laquelle on a pu mener des tests, et enseignements qui nous ont paru intéressants de communiquer et de publier au sein d'un guide, mais qui regroupe, vous allez le voir, plus de choses que ça. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver au sein de ce guide? À qui s'adresse ce guide? Comment utiliser ce guide? Le guide s'appelle Concevoir pour tous et toutes. Comme son sous-titre l'indique, c'est un guide de bonnes pratiques pour l'inclusivité des services numériques. Et il a été pensé pour principalement, dans un premier lieu, les personnes qui sont amenées à concevoir, participer à la conception de services numériques. Ça inclut tout un tas de personnes, que ce soit des personnes chefs de projet, designers, développeurs, etc. J'ai envie de dire, voilà, toutes les personnes qui peuvent être amenées à participer activement à la création de services numériques. Ce guide vise à les aider, les outiller pour concevoir des services plus inclusifs possibles. Seront aussi intéressés par ce guide des personnes qui, de manière générale, sont en situation d'aider ou d'accompagner des personnes en situation d'exclusion numérique ou en difficulté avec le numérique. Et donc, les structures sociales ou les structures de médiation numérique, par exemple. Et seront aussi intéressés les personnes moins opérationnelles et directement impliquées dans la création de services numériques, mais au sein de au sein de structures qui elles-mêmes produisent des services numériques. Donc, ça peut être des personnes plus décisionnaires ou peu importe finalement, mais qui sont proches de personnes qui créent des services numériques et qui pourront se faire aussi les ambassadeurs, les ambassadrices de ces pratiques et les diffuseurs de ce guide. Une précision, la conception de services numériques, c'est un domaine, la création de services numériques au sens large, on va dire, ça implique beaucoup de choses. Et nous, on se concentre sur la partie de conception, c'est-à-dire le moment où on va imaginer le service, imaginer comment il va fonctionner et à quoi il va ressembler. Le guide, ça ne s'intéresse pas directement aux aspects plus techniques de la création de services numériques, et il y en a, évidemment, ni à cette diffusion des services numériques. On parle vraiment juste de la conception. Donc, la partie où il faut imaginer le service en lui-même et imaginer comment il fonctionnera, à quoi il va ressembler. Qu'est-ce que vous allez retrouver au sein du guide? Du coup, 3 parties. La première, on a appelé ce guide un guide de bonne pratique, mais malheureusement, je vous l'annonce, il ne suffit pas de suivre une liste de bonnes pratiques pour faire de l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est un travail au long cours qui se fait dès le début du moment où on pense à un service numérique. Et tout au long du travail qui mène sa conception et sa création. Et ça nécessite une réelle démarche inclusive. C'est la première partie de ce guide et on présente quels sont les points clés pour adopter une vraie démarche inclusive. Dans la deuxième partie, on va revenir sur les enseignements directs dont Marie pourra reparler, qui sont issus des tests qu'on a faits et qui concernent les phases de recherche utilisateur et de test utilisateur. Donc on y reviendra. Et une troisième partie qui, elle, parle des bonnes pratiques qu'on peut adapter à la conception. Et donc, la partie conception étant là entendue comme le moment où on va vraiment imaginer le fonctionnement du service et sa représentation à travers les maquettes. Ce guide a vraiment été pensé pour plusieurs usages, à la fois comprendre, on ne parle pas directement ici, mais il y a une partie introductive sur qu'est-ce que l'inclusion numérique, qu'est-ce que l'exclusion numérique, quels sont les chiffres aujourd'hui. Et tout au long du document, vraiment un travail qui a été fait pour essayer de faire comprendre tout ce qu'on essaye de communiquer. C'est-à-dire qu'on a des apprentissages, on les a eus parce qu'on a rencontré des situations, et on essaye d'exposer un peu ces situations et à qui elles servent et pourquoi elles sont utiles.
et aussi d'agir. Tout ce guide se veut vraiment actionnable. Hein, voilà, c'est pas un guide théorique, c'est un guide pratique qui doit vous permettre demain de, on l'espère, améliorer le travail derrière que vous faites sur vos services numériques pour les rendre plus inclusifs. Voilà pour la structure globale du guide. Alors, je le disais, la première partie concerne la démarche inclusive. Et quand on pense concevoir inclusif, on pense souvent aux étapes où il s'agit de mettre en forme un service numérique, par exemple en créant des maquettes ou des prototypes. Mais une démarche inclusive, ça commence bien avant et ça continue bien après. C'est pas uniquement la mise en forme du service qui est importante, mais c'est tout le travail qui permet d'y arriver et qui lui succède. Qu'est-ce que c'est donc une réelle démarche inclusive ? Ça commence tout d'abord par questionner les besoins et les solutions. Les besoins, ce sont ceux des futurs utilisateurs ou utilisatrices du service autour d'une thématique. Et donc, on y vient juste après, mais ça nécessite d'aller à leur rencontre pour questionner ces besoins, s'assurer qu'il y a des besoins, quels sont les besoins, de quelle nature, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui. Tout ça, c'est la recherche utilisateur et c'est notamment ce que nous avons fait à travers les tests, c'est ce dont Marie reparlera juste après. Et les solutions, parce que Victor le disait, le numérique aujourd'hui exclut toujours, et produire du numérique, c'est produire du risque d'exclusion, et même si on fabrique des services numériques les plus inclusifs possibles, le risque zéro n'existe pas, l'exclusion zéro n'existe pas, et un service numérique doit avoir une réelle raison d'être, une réelle pertinence. Donc, il faut se questionner aussi sur la pertinence de l'usage du numérique. Il y a peut-être d'autres manières vis-à-vis de besoins de produire du numérique et surtout pas produire du numérique pour du numérique, mais produire du numérique pour des besoins lorsque cela est pertinent. C'est la première chose qu'on voulait dire. Le numérique doit avoir une raison d'être. Ensuite, et quand il s'agit de se lancer, il faut mobiliser les bonnes compétences. Au sein du guide, on revient sur un certain nombre de compétences indispensables à la création de services numériques inclusifs, que je ne vais pas lister ici, mais vous les découvrirez dans le guide, et auxquels on peut faire appel, qu'il est important d'avoir dans ces équipes, mais aussi sur les enjeux de formation, au sujet d'inclusion, au sujet d'accessibilité numérique, par exemple. C'est important que les équipes, telles qu'elles existent aujourd'hui, soient en capacité de se former en continu pour toujours s'améliorer et toujours améliorer le service qui les produisent. Un autre des points clés auxquels on revient dans le guide, c'est, donc j'en parlais rapidement, rencontrer les utilisateurs avant de commencer. Tout part des utilisateurs et des utilisatrices d'un service numérique. Il faut aller à leur rencontre pour comprendre leurs besoins, comprendre dans quelle situation ils se trouvent et quels sont leurs quotidiens, et passer ces bases-là pour s'assurer que quand on va passer à l'étape d'après, qui est l'étape de conception, on va réellement favoriser l'inclusion, c'est-à-dire se baser sur les besoins et sur les attendus des personnes concernées, et non pas sur de la théorie ou juste des bonnes pratiques. Et donc, il est important de commencer par rencontrer les utilisateurs et de nourrir la conception de tout ce qu'on aura appris auprès des utilisateurs. Et une fois la conception qui favorise l'inclusion mise en œuvre sur la base de ces besoins identifiés, et en mettant en pratique les bonnes pratiques que je présenterai plus tard, il est aussi indispensable de nouveau d'aller tester le service, ça c'est exactement ce que nous avons mené, et d'aller tester le service auprès d'un public le plus large et représentatif possible, en évitant de même, dans ces périodes, ces phases de test utilisateur, des biais qui viendraient mettre de côté des personnes qui pourraient être exclues et donc ne pas tester auprès de personnes qui sont exclues. Donc bien s'assurer d'aller tester le service et auprès de toutes les personnes qui pourraient être amenées à l'utiliser, quelle que soit leur situation. Et une fois qu'un service est mis en ligne, si on suit la logique d'une création, le service doit s'améliorer en continu. On vous le dira d'emblée, hein, il n'y a pas de service parfait à sa sortie, c'est normal. Il faut viser le service le plus inclusif possible et il faut en permanence questionner ce qui peut être excluant au sein du service pour le faire évoluer et l'améliorer au fil de l'eau. Voilà ce qu'on a mis derrière une démarche inclusive et que vous pourrez trouver de manière plus détaillée dans le guide. Et maintenant, je repasse la parole à Marie qui va parler de la deuxième partie du guide qui concerne plutôt les bonnes pratiques de recherche et de test utilisateur. Oui, merci. Dans l'équipe, on a vraiment l'habitude de faire des tests. Hein. Tous les accompagnements qu'on mène incluent des tests utilisateurs en amont de la conception et pendant la conception. Donc on sait comment organiser des tests, on maîtrise plutôt bien le sujet, et le partenariat avec Emmaüs Connect nous a permis pas mal de nous remettre en question aussi sur nos pratiques à nous et comment il fallait qu'on les fasse évoluer
notamment parce que voilà, à force de travailler, on se rend plus trop compte même de ses propres ses propres biais. Et du coup, tout ce travail-là aussi a été très bénéfique pour nous pour se rendre compte comment on pouvait mieux faire et comment on pouvait intégrer de manière plus systématique en fait des personnes qui sont en situation d'exclusion numérique et dans des contextes plus difficiles et du coup aussi qui sont des personnes qui sont plus difficiles d'accès. Donc l'idée dans le guide là, ce qu'on a voulu faire, c'était de donner les bonnes pratiques et de donner des tips et des clés, on va dire, pour arriver plus facilement et de manière plus systématique à intégrer des personnes exclues en situation d'exclusion numérique dans les pratiques de recherche. Et ça demande un peu d'adaptation et c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Donc on a essayé de donner donc il y a plusieurs exemples et plusieurs bonnes pratiques dans le guide. Là par exemple pour vous en partager un ou deux des éléments qu'il faut préparer, c'est que par exemple quand on est allé faire des tests avec des personnes donc étrangères, on a fait des tests donc avec des personnes qui parlaient français suffisamment pour qu'on puisse se comprendre, mais qui maîtrisaient pas bien la langue. Et ben en fait ça se prépare ce genre d'entretien. Il faut vraiment s'assurer que le vocabulaire qu'on va employer, les mots qu'on va employer sont simples. Il faut savoir faire des relances avec un vocabulaire vraiment plus simple que ce qu'on peut faire habituellement. Adapter aussi les lieux dans lesquels on va. On avait commencé une série de recrutements où on s'est dit tiens on va aller faire les lieux dans les locaux d'Emmaüs Connect et au final on s'est rendu compte que c'était déjà beaucoup quand on est en situation de vulnérabilité, qu'on n'est pas forcément à l'aise. En plus, là, on a testé des démarches, donc qui sont des démarches de l'État, donc ça fait un petit peu peur quand même. Voilà, de pas hésiter à s'adapter, à aller dans des lieux qui sont familiers pour les personnes qu'on va interroger, avec des personnes aussi qui sont familières, de pas hésiter. Là, j'ai vu qu'il y avait une question sur les France Service, est-ce qu'on a interrogé, etc. Alors, on est passé, oui, par des intermédiaires. Les intermédiaires sont super importants et très aidants. C'est des personnes qui sont indispensables. Faire le test avec une tierce personne qui est là, qui est rassurante, c'est souvent indispensable. Pas toujours, hein, ça dépend bien sûr des situations dans lesquelles on est, mais ça peut être vraiment aidant. Je pense notamment au fait aussi que généralement, quand on lit pas bien le français ou qu'on a du mal à le comprendre, on met plus de temps pour lire les écrans. Donc prévoir du temps aussi, c'est important, prévoir plus de temps. 1 heure, c'était pas toujours suffisant. Comme je le disais tout à l'heure, il a fallu souvent que les tests durent plus longtemps, parce qu'aussi pour des gens par exemple qui sont moins à l'aise et qui vont moins maîtriser les outils, il va y avoir plus de doutes, plus de questions, plus de temps à expliquer, à rassurer. C'est important aussi de laisser des personnes qui sont moins sûres d'elles dans leur démarche, les laisser aller au bout de ce qu'ils sont en train de faire pour éviter de les couper, pour qu'ils soient plutôt pour mettre les personnes en situation de confort. Et donc il y a beaucoup d'apprentissages comme ça qu'on a mis dans le guide pour aider les chercheurs, les chargés de recherche à mener les entretiens au mieux et pouvoir les préparer au mieux et dans les meilleures conditions. Donc voilà, c'est vraiment une partie du guide. Et du coup, Hugo, je te laisse continuer sur la suite. Oui, merci. Et donc sur la troisième partie du guide, la troisième partie regroupe tout un ensemble de bonnes pratiques pour la conception inclusive. Et donc là, on a regroupé à la fois des choses qui sont issues de ce qu'on a pu apprendre à travers nos tests et qui étaient plus sur le fonctionnement même des services, qu'est-ce qui était complexe pour certaines personnes, qu'est-ce qui était difficile à comprendre, manipuler, qu'est-ce qui était mal conçu, mal mis en forme. Et aussi, il faut le dire, d'un tas d'autres ressources qui existent déjà. Hein. Toutes les bonnes pratiques qu'on a listées sont pas exclusivement issues de ce qu'on a appris, mais parce qu'il y a déjà des ressources qui existent. Et on pense le mérite ici, à travers cette partie-là, c'est de proposer un regroupement
Alors, une liste qui n'est pas exhaustive, hein, elle pourra jamais l'être, on pense, mais qui met en lumière et qui met l'accent sur les problématiques principales qui peuvent émerger, hein, qui peuvent mener à de l'exclusion numérique. En particulier, je le nomme parce que nous, à la DINUM, c'est nous qui pilotons aussi le RG2A, qui est le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité, qui derrière permet de vérifier l'accessibilité des sites web. Et l'accessibilité, ça concerne le fait que les sites soient conçus pour tous et tous, mais en particulier pour les personnes en situation de handicap et pour leurs besoins, les besoins qu'ils ont pour naviguer, etc. Donc, il y a un référentiel et ce guide que nous avons fait reprend quelques-uns des éléments de ce référentiel. Il ne le reprend pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui s'adressent purement aux aspects techniques. Mais par exemple, le respect de ce référentiel est indispensable dans sa globalité pour assurer un service inclusif. Mais on reprend quand même les principaux dedans. Et de la même manière, on allait récupérer des informations ou des sources qu'on a pu trouver qui étaient publiques, dont on met les ressources d'ailleurs en fin de guide. Ces bonnes pratiques, on les a regroupées en thématiques, c'est pour rendre les choses plus navigables au sein du guide lui-même. Bon, voilà, tout ce qui concerne la navigation au sein d'un service numérique, tout ce qui concerne le contenu du service numérique, tout ce qui concerne l'affichage du service en lui-même, avec un focus aussi en particulier sur les formulaires qui sont évidemment grande source de difficultés, notamment dans tout ce qui est les démarches, et associé à ça au traitement des demandes, hein, plutôt quand il y a une démarche. Toutes ces bonnes pratiques, on les a formulées à dessein du point de vue des utilisateurs et des utilisatrices pour que immédiatement on soit embarqué dans la peau de la personne qui utilisera nos services numériques et qu'on comprenne le bénéfice qu'il y a à mettre en œuvre ces bonnes pratiques. Et à chaque fois, on a fait en sorte de les détailler et de les rendre actionnables. Alors, je vais vous montrer un exemple direct derrière, comme ça vous donnera une illustration. Typiquement, voilà, cet exemple-là, donc là, on est dans la catégorie contenu, c'est la première des bonnes pratiques, qui est celle-ci, utiliser un langage clair et des contenus simples. Alors, on a toujours une description, hein, comme je vous le disais, d'un point de vue de l'utilisateur. Donc, les utilisateurs et utilisatrices comprennent facilement les textes et introductions et instructions présentes sur le service numérique. Les contenus sont simples, sans distraction, je vais y arriver, et tiennent compte du niveau de maîtrise de la langue et des termes courants. Je ne vais pas vous lire toute la suite, mais par exemple, ici, on liste un certain nombre de bonnes pratiques qui reprennent une norme qui est la norme du langage clair, par exemple, qui est dans les ressources du guide. Et à chaque fois, on a mis en exergue, en avant, le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important de cette bonne pratique et un exemple, soit un exemple à suivre, où on l'a soit illustré, soit nous-mêmes, hein, comme c'est le cas ici, j'en parlerai juste après, soit on fait référence directement à un site, à un service numérique qui met en œuvre cette bonne pratique et pour montrer comment elle peut vivre au sein d'un service numérique. Voilà, soit un exemple à ne pas suivre quand il y avait des choses où ça nous semblait important de lever des alertes. Et donc typiquement pour cet exemple-là, pourquoi c'est important un langage clair? Eh bien parce que les personnes qui utilisent le service ont des niveaux de maîtrise de la langue française, quand c'est écrit en langue française, qui est varié. Donc l'usage de tournures chargées ou d'un lexique complexe empêche les bonnes compréhensions des textes et peut augmenter la charge cognitive. Et typiquement, basé sur des exemples parfois réels, hein, si les utilisateurs et utilisatrices connaissent dans le contexte qui serait le vôtre et emploient le terme de paiement pour effectuer un paiement, et je parle bien des utilisateurs et utilisatrices, hein, pas des concepteurs, donc si eux, c'est le langage et le mot qui leur semble le plus évident dans ce contexte, alors il faut utiliser ce mot-là et non pas un autre mot qu'ils comprendraient moins, comme règlement, acquittement. C'est un détail, hein, et quand vous voyez la liste des choses à faire pour assurer un langage clair, ça se réduit évidemment pas à ça. Mais voilà, ça vous donne un exemple. Et donc, on en a 34 comme ça qui sont présentés à chaque fois, illustrés, actionnables, et qui sont à mettre en œuvre dès demain pour vous, dès aujourd'hui, dans la conception de vos services numériques. Peut-être avant de passer à la partie questions-réponses, parce qu'on arrive à la fin de la présentation du guide, je voulais mentionner, il y a une partie ressources aussi dans le guide qui vous permettra d'approfondir certains points sur lesquels on met un certain nombre de ressources. Il y a un lexique aussi au sein du guide, car il y a quelques termes complexes métiers, donc on les explique. Et un dernier mot pour dire que ce guide, pour nous, on le voit pas comme la fin ou le tour de la question, hein. Vous vous en doutez, le service de l'inclusion numérique, le sujet de l'inclusion numérique est un sujet très large.
les travaux en sciences sociales sur le sujet progressent et notre connaissance et notre pratique progressent. Et donc, je dirais plutôt que ça fait état de ce qu'on sait et de ce qu'on est en mesure de recommander à un instant T sans faire le tour de la question. Et c'est plutôt une brique parmi les autres à ajouter pour s'assurer à la fin de faire des services réellement inclusifs. Voilà, on espère qu'elle sera utile. Et je te laisse la parole, Victor. Merci Hugo pour cette présentation. Je vous propose qu'on passe aux échanges et en attendant que vous puissiez poser les nouvelles questions qui vous viendraient dans le chat, on en a vu plusieurs passer, notamment une sur les typologies de publics que nous avons consultées et qu'est-ce qu'on entend par personne éloignée du numérique. Il y a une personne de l'ANCT qui a mis l'étude que je mentionnais en début de présentation du laboratoire Société Numérique, qu'on vous invite évidemment vivement à aller consulter, puisque c'est l'étude qui fait référence aujourd'hui sur la question de l'éloignement numérique. Donc pour les personnes parmi vous qui ne seraient pas familières de cette définition et qui auraient des questions sur les formes que peut prendre l'éloignement numérique et sur le type de public concerné, n'hésitez pas à aller lire cette étude. Vous pouvez également lire des choses dans le guide, mais ce qu'on vous présente dans le guide est évidemment une synthèse de travaux autres qui ont pu être faits par des chercheurs. Pour ce qui est de où se procurer le guide, alors le guide, vous avez deux manières de vous le procurer. Nous allons vous envoyer à l'issue de ce webinaire un mail avec l'adresse à laquelle vous vous êtes inscrit et inscrite, où vous aurez un lien de téléchargement de ce guide, et il sera également disponible sur le site d'Emmaüs Connect. L'article a été publié, on a un petit souci avec le lien de téléchargement qu'on va régler en début d'après-midi, donc pas d'inquiétude, d'ici ce soir vous aurez tous et toutes la possibilité d'accéder à ce document. Victor, si je me permets, oui, je vois qu'il y a une question qui est qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant les entretiens? Je vais parler pour ma part vu que j'en ai fait passer un peu. Moi, ce qui m'a le plus marqué, mais en fait c'est un peu le cas à chaque fois que je fais passer des tests parce que ça me remet un peu à ma place à chaque fois. Mais ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est à quel point ça peut coûter quand on est investi dans une démarche et que c'est important pour soi dans son quotidien, etc. À quel point ça peut coûter juste d'appuyer sur un bouton valider. Quand on n'est pas sûr et certain de ce qu'on fait et que du coup, alors là, dans la démarche qu'on testait notamment, il y avait pas mal de validation. Je remplis le formulaire, je valide la page, je remplis le formulaire, je valide la page, et puis après j'ai un récap et je revalide mon récap, etc. Avec des j'atteste sur l'honneur, etc. Et à quel point, en fait, quand on a l'habitude d'utiliser des outils numériques, on oublie comme ça peut être important et engageant, et à quel point il faut se souvenir que quand on fait des démarches comme ça, on le sait, hein, ça fait partie des règles de base de l'ergonomie et de la conception numérique, mais à quel point il faut rassurer, expliquer qu'on a le droit à l'erreur, qu'on peut revenir en arrière et dans le langage être rassurant et éviter les multiples validations comme ça, parce que même si on se dit tiens, on a mis juste un bouton valider à la fin, en fait pour des personnes qui sont soit qui comprennent pas bien la langue, soit qui sont pas à l'aise avec les outils numériques et qui se rendent pas compte de ce que ça peut engager derrière, à quel point c'est engageant et ça peut être angoissant. C'est peut-être moi ce qui m'a le plus marqué, voilà, pour répondre à la question. Je vois une question également. Il me semble avoir vu passer des guides du côté de la DITP. Est-ce que le guide les intègre? Alors, la DITP, qui est la Direction interministérielle de la transformation publique, qui travaille sur les sujets de transformation publique et qui effectivement publie aussi des ressources, publie beaucoup de guides. Alors, je ne sais pas duquel auquel vous faites peut-être référence en particulier. Je sais qu'il y a eu un guide qui a été publié récemment sur l'accueil au sein des lieux recevant du public. Alors ça s'adresse, voilà, c'est l'État, hein, ça s'adresse en particulier aux administrations, mais je pense que c'est tout à fait extrapolable à tout type d'accueil dans tout type de structure. Ce qui me permet de dire d'ailleurs que le guide ne s'adresse pas que au secteur public, mais tout à fait à tout type de secteur public, privé, associatif. Hein. Ici, on est agnostique, hein, on fait fi, on va dire, de ce qui serait des spécificités publiques, parce que derrière les personnes elles-mêmes, en fait, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est plutôt les services en eux-mêmes que la personne qui
qui les propose et tout est parfaitement applicable dans tous les secteurs. Donc, côté DTP, il y a plusieurs guides. Alors, nous, on a mis en avant un travail qui menait à la DTP sur le langage clair parce que c'est vraiment eux qui sont pilotes au sein de l'État sur ce sujet et qui ont fait un webinaire notamment à ce sujet. Donc, on a mis la ressource. On n'a pas mis tous les guides non plus, mais c'est vrai que n'hésitez pas à aller sur le site de la DITP. Le guide qu'on a fait se veut vraiment actionnable et assez succinct. Vous allez trouver d'autres ressources qui peuvent être beaucoup plus riches, peut-être que ce qu'on a mis nous. On les a listés quand ça nous semblait pertinent. On n'a pas pu lister certainement l'ensemble de ce qu'on aurait pu lister non plus. On a une question sur les tranches d'âge des utilisateurs interviewés, si cela est pertinent. Alors, on a eu des personnes consultées de plusieurs tranches d'âge. On a eu des seniors, on a eu des actifs de 25-45 ans. On a aussi eu des jeunes. La question qui, pour moi, se cache derrière votre question, et peut-être que j'extrapole un peu, c'est finalement de savoir s'il y a un lien entre l'âge et la problématique de l'éloignement numérique. On a souvent l'image des seniors qui seraient principalement éloignés du numérique. Nous, le discours qu'on porte, qui est appuyé par la recherche, c'est que l'éloignement numérique, il peut concerner toutes les tranches d'âge et que certes, on constate une corrélation assez forte entre l'âge et l'éloignement numérique au-delà de 70 ans. Mais le principal facteur d'exclusion numérique aujourd'hui, c'est le niveau d'éducation et la précarité sociale. Donc, c'était pas un facteur déterminant dans le choix des personnes avec lesquelles on a échangé, on était avant tout dans une logique de diversité des publics. Je vais prendre deux questions en même temps et je vais peut-être vous laisser répondre, Hugo et Marie. Une dont je connais la question, mais dont je connais la réponse, pardon, mais je pense que c'est mieux si ça vient de vous. C'est recommandez-vous de procéder à des tests utilisateurs après la phase de conception ou sur une première version développée? Ça, c'est la première question. Et une deuxième question, pardon si je manque d'attention, mais le guide et plus généralement, ont-ils été adressés de façon spécifique sur les systèmes d'IA? Si oui, les sujets se font-ils dans le numérique ou ont-ils une substance propre? Pardon, je saute sur la deuxième question, mais parce qu'il y en avait une autre avant qui était, je vois quelqu'un y a répondu, mais par rapport au site accessibilité.numérique.gouv.fr, effectivement, le site en question renvoie vers le RG2A, le référentiel général d'amélioration d'accessibilité, qui concerne en particulier le sujet d'accessibilité numérique et donc d'assurer que les services et les sites numériques soient utilisables par les personnes en situation de handicap. On parle d'autres choses. Enfin, le guide qui est publié aujourd'hui est un autre guide. D'ailleurs, le RG2A n'est pas un guide, c'est une méthode technique et autant vous dire que si vous n'êtes pas connaisseur du sujet, vous aurez bien du mal à naviguer dedans, mais c'est normal, ce n'est pas fait pour. Le guide nous reprend certains éléments indispensables pour l'accessibilité numérique, mais pas tous. Pourquoi pas tous? Parce qu'il y en a beaucoup qui s'appliquent, qui sont vraiment, je le disais, des critères techniques et qui s'appliquent pour les développeurs. Et c'est pas l'objet de ce guide de s'adresser aux critères techniques, etc. Le guide qu'on publie aujourd'hui, c'est pas son objet d'aller dans ce niveau-là. Et le RG2A doit être appliqué. Après, il y a d'autres ressources ou d'autres formations qui vous permettent de prendre connaissance du RG2A et d'être formé sur les sujets. Par contre, on le dit bien dans le guide, un service inclusif est fatalement un service qui est accessible et donc qui respecte le RG2A et on renvoie vers le RG2A dans le guide. Et du coup, je prends au passage, et je laisserai Marie sur l'autre question, mais la question sur les systèmes d'IA. Alors, pas spécifiquement, parce qu'en fait, l'IA, c'est une technologie et tout ce qui est dans le guide s'applique, quel que soit ce qu'on envisage comme système technique, je pourrais dire, et ce qu'on envisage de mettre en œuvre techniquement. Voilà. Donc, on doit se questionner sur la pertinence de ce qu'on fait, et dans tous les cas, si la solution numérique est adaptée, on doit se questionner sur la bonne solution technique pour répondre à un besoin. Mais encore une fois, ce qu'on dit dans le guide et ce qui est indispensable, c'est de partir d'un besoin, du besoin des utilisateurs et utilisatrices, pas d'un besoin technique imaginé, et d'inclure les usagers, c'est l'habitude de travailler dans le secteur public, d'inclure les utilisateurs et utilisatrices dans la conception. Après, je voulais le mentionner tout de même, c'est important de comprendre, et là je renvoie aussi à l'étude de l'ANCT qui a été mentionnée précédemment, aussi la posture des personnes vis-à-vis de l'usage d'IA au sein de services numériques, avec des attitudes et des postures différentes, dont certains qui seront soit en situation plutôt ouverte à des technologies, à des services utilisant de l'IA, et d'autres qui pourraient être inquiétés ou
ou peu à l'aise au fait d'utiliser l'IA. Donc c'est important, encore une fois, de revenir aux utilisateurs et utilisatrices et d'avoir une pluralité et une représentativité des personnes lorsqu'on va concevoir les services numériques, et pour s'assurer que quelle que soit la solution technique qu'on met en œuvre, elle est à même de répondre aux besoins et de n'exclure personne. Marie, si tu veux, sur les tests. Ouais. Par contre, il est arrivé durant les tests qu'on ait une ou deux personnes qui utilisent l'IA pour trouver des réponses à leurs questions dans le cadre des démarches, notamment l'IA de, je sais pas si c'est WhatsApp ou Messenger. Et pour répondre à la question, oui, quand est-ce qu'on recommande de faire des tests utilisateurs? Alors, nous, on recommande de faire des tests utilisateurs avant les développements sur maquette, parce qu'en fait, c'est là où on va pouvoir valider que les parcours, les écrans qu'on a validés fonctionnent. Et c'est encore un moment où si on doit revoir le parcours complètement parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait dans la mauvaise direction, où on peut le revoir à moindre coût. Donc nous, dans les pratiques qu'on recommande, c'est de faire, alors s'il y a un existant, test utilisateur sur l'existant, identification des bonnes, de ce qui fonctionne bien et de ce qui fonctionne moins bien, commencer la conception sur cette base-là, concevoir des premiers écrans sur un Figma, sur un outil conception, et de tester sur des maquettes avant les développements. Et après, on peut refaire des tests quand on en est au stade des développements. L'idée, c'est d'être de toute façon dans une amélioration continue et de tester régulièrement. Et d'intégrer, par rapport à ce qu'on dit dans le guide, d'intégrer de manière régulière dans tous ces tests, de manière systématique, des personnes qui peuvent être d'une manière ou d'une autre éloignées du numérique, soit par soit par ça peut être le lieu géographique, un handicap, une situation personnelle. En tout cas, c'est important de le faire de manière systématique parce que ça fait partie de nos cibles au quotidien. Merci Marie. Allez, une dernière question en 1 minute puisqu'il nous en reste 2 et il y aura une petite slide et c'est pas la plus simple. Au-delà des bonnes pratiques UX, des normes d'accessibilité ou des heuristiques classiques, existe-t-il des approches qui s'éloignent complètement des réflexes de conception habituels pour traiter l'exclusion numérique dans le guide? J'ai envie de saisir la question, mais Marie, n'hésite pas à compléter. Mais je triche, Victor. Je vais d'abord faire un commentaire sur la question de dessus qui parle de langage CARE et entre parenthèses, alors FLAC, je pense qu'il y a une erreur, c'est FALC. Attention, ce sont 2 choses différentes. Le langage clair et le FALC, ce ne sont pas les mêmes choses. Le langage clair, c'est une méthode d'écriture pour faire en sorte que les textes et instructions soient compris par l'ensemble, en tout cas la majorité des utilisateurs et utilisatrices d'un service numérique. Le FALC, le facile à lire, à comprendre, c'est une transcription textuelle qui est basée sur une méthode plus précise et qui est présentée sur le site de la Culture, qui vise en particulier à proposer une alternative au contenu pour les personnes qui ont des difficultés particulières avec la lecture et la compréhension. Donc, c'est 2 choses différentes, mais on précise dans le guide par ailleurs. Et donc, au-delà des bonnes pratiques UX, des normes d'accessibilité ou des heuristiques classiques, qui est, si je dois le résumer grosso modo, la 3e partie de ce guide, est-ce qu'il existe des approches qui s'éloignent complètement des réflexes de conception? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par réflexe de conception, hein, mais alors, si on parle de nous, ce qu'on constate au quotidien, ce qu'on appelle dans le guide démarche inclusive et bonnes pratiques de recherche, ce sont des choses que on ne voit pas du tout et qui ne sont pas des réflexes de conception. Oui, si tout dépend, je ne sais pas quel niveau vous avez et comment vous pratiquez la conception quand vous posez cette question, mais nous, par rapport à ce qu'on observe, oui, ça s'éloigne de juste des bonnes pratiques à appliquer lors de la création des maquettes. Au contraire, c'est bien ce qu'on essaie de dire à travers la démarche inclusive, c'est de partir des usagers et de faire en sorte, des utilisateurs et utilisatrices, et de faire en sorte qu'ils soient toujours impliqués et de la bonne manière tout au long du service, en questionnant en permanence le service. Et ça, c'est pas un réflexe et c'est pas ce qu'on voit à l'œuvre, nous en tout cas. Merci Hugo. 14h, une dernière slide pour vous dire de ne pas hésiter à relayer ce guide autour de vous en partageant s'il vous plaît le lien vers le site internet d'Emmaüs Connect ou les liens de téléchargement, ce qui nous permettra de suivre la portée de ce guide et le nombre de personnes intéressées par ces travaux. Et puis n'hésitez pas à suivre nos actualités en vous inscrivant à notre newsletter sur le site d'Emmaüs Connect. Et je ne sais pas s'il y a une newsletter pour la DINUM aussi ou pas. Oui, sur notre site. Dire, ouais. On a une newsletter sur notre site design.numérique.gouv.fr. J'envoie le site, mais on a effectivement une newsletter aussi sur ces sujets. Et merci à toutes et à tous pour votre attention. C'est la fin de ce webinaire. Désolé, on n'a pas débordé, quasiment. Voilà. 14h01, un petit peu.
Merci beaucoup et bon après-midi et bonne fin de semaine à vous.